Nous sommes tous totalement habitués à l'image de notre planète bleue. Vue depuis l'espace, notre Terre paraît réellement bleue. Depuis la surface lunaire, sa beauté est à couper le souffle. Et quand on se tient au bord de la mer par une journée ensoleillée, il arrive qu'on ne distingue plus la limite entre l'eau et le ciel. Car dans cette immensité bleue, la mer et le ciel semblent se fondre l'un dans l'autre. Bonjour à toutes et à tous. Cela dit, rares sont ceux qui se demandent sérieusement pourquoi y a-t-il autant d'eau ? Pourquoi la surface de notre planète est-elle recouverte à 71% par des mers et des océans ? Répondre à cette question n'a rien d'évident. Mais ici, c'est Père Duchesne, alors essayons quand même de percer ce mystère. C'est parti, commençons. La formation de l'eau à la naissance de l'univers. Vous vous demandez peut-être, peut-on vraiment remonter aussi loin dans le passé et comprendre l'origine de l'eau que nous avons aujourd'hui ? Et pourtant, pour percer le mystère de l'eau présente sur notre planète, il faut remonter jusqu'au tout premier instant de la naissance de l'univers. On peut même dire, sans exagérer, que l'univers actuel regorge d'eau. Après tout, les éléments qui composent l'eau font partie des plus répandus dans tout l'univers, ce qui rend cette abondance parfaitement logique. L'atome d'hydrogène est le plus abondant de l'univers, et l'oxygène arrive en troisième position. Pour être plus précis, sur l'ensemble des atomes qui composent l'univers, 73,9% sont de l'hydrogène et 1% de l'oxygène. Mais juste après le Big Bang, la répartition des éléments était tout autre. Lors de la nucléosynthèse primordiale survenue dans les toutes premières minutes après le Big Bang, seuls furent créés de l'hydrogène, jusqu'à environ 75%, de l'hélium, jusqu'à 25%, ainsi qu'une infime quantité de deutérium, d'hélium-3 et de lithium-7. Cette composition élémentaire très pauvre n'a cependant duré que jusqu'à ce que les nuages d'hydrogène se fragmentent en amas, donnant naissance aux premières étoiles. Et ce sont précisément ces premières étoiles qui ont commencé à produire de l'oxygène. Attention toutefois, il ne s'agissait pas d'étoiles ordinaires comme notre Soleil, mais des toutes premières supernovas. Elles sont apparues quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, résultat de l'évolution de gigantesques étoiles, bien plus massives que notre Soleil. Pour ceux qui espèrent un jour entrer en contact avec une civilisation extraterrestre, c'est une excellente nouvelle. Car si l'oxygène, cet élément fondamental pour la vie, existait déjà il y a au moins 13 milliards d'années, alors les chances que la vie soit apparue ailleurs dans l'univers sont considérablement renforcées. Cela n'a rien à voir avec l'histoire de la Terre, où l'oxygène n'est apparu qu'il y a environ 2,4 milliards d'années grâce à la photosynthèse des cyanobactéries. Certains pensent même qu'à l'aube de l'univers, il y avait bien plus d'eau qu'aujourd'hui, peut-être plusieurs fois plus. Mais selon les scientifiques, la majeure partie de cette eau cosmique aurait été décomposée à nouveau, au niveau atomique, au fil de l'évolution de l'univers. Où l'eau se cache-t-elle dans le système solaire ? Le système solaire contient une quantité d'eau plus que suffisante, mais sa répartition est extrêmement inégale. Fait surprenant, on pense même que le Soleil lui-même renferme une quantité importante d'eau. Dans les zones appelées taches solaires, où la température est environ 1500 degrés inférieure à celle de la surface solaire, la vapeur d'eau s'accumule. L'eau existe aussi sur les planètes. Certains astres en contiendraient même davantage que la Terre. Jusqu'à récemment, on pensait que les plus grandes réserves d'eau se trouvaient sur les lunes de Jupiter et de Saturne, en particulier sur Europe, la 6e lune de Jupiter. Des observations de ce grand satellite, presque aussi grand que notre Lune, ont révélé la présence d'un océan liquide dissimulé sous une couche de glace. Et à vrai dire, sur ce point précis, Europe n'a rien d'un cas exceptionnel. Les autres lunes de Jupiter, comme Ganymède et Callisto, sont elles aussi, dans leur essence, d'immenses blocs de glace. Et du côté de Saturne, les satellites Titan, Thétis, Encelade, Janus, entre autres, ne sont pas en reste en matière de réserve d'eau. Même les lunes d'Uranus et de Neptune renferment d'importantes quantités de glace d'eau. Mais en réalité, la planète qui contiendrait le plus grand volume d'eau, c'est Neptune. Un nom qui lui va comme un gant, vous en conviendrez. Cela dit, l'eau présente dans les profondeurs de Neptune se trouverait dans un état très particulier, d'une densité extrême.
Les scientifiques pensent que la glace de Neptune pourrait exister sous au moins 20 phases différentes, soumises à des températures très élevées. L'idée même que de l'eau liquide puisse subsister au cœur brûlant d'une planète semble relever de la pure spéculation. Et pourtant, les scientifiques ont déjà modélisé cet état mathématiquement. Et puis, il y a la ceinture de Kuiper, qui occupe la région la plus éloignée de l'orbite du Soleil et qu'on considère aujourd'hui comme un gigantesque réservoir d'eau. Cette ceinture est composée de blocs de glace, et le plus massif d'entre eux n'est autre que Pluton, autrefois reconnu comme la 9e planète du système solaire, dont 30% de la masse est constituée de glace. Ces corps célestes sont les vestiges de l'époque où le système solaire est né. Et au-delà encore de la ceinture de Kuiper se trouve le nuage d'Oort, que l'on considère actuellement comme le plus lointain réservoir d'eau jamais identifié. On pense aujourd'hui que les comètes proviennent précisément de ce nuage d'Oort. Comme vous le savez peut-être, environ 80% de la masse d'une comète est constituée d'eau. Il se pourrait que le nuage d'Oort soit en réalité la principale source de l'eau présente sur Terre. Toutefois, ce n'est là qu'une hypothèse parmi d'autres, qui se divise globalement en 2 grandes catégories, la théorie de l'origine externe et celle de l'origine interne. La théorie de l'origine externe. La théorie de l'origine externe est peut-être la plus facile à imaginer que celle de l'origine interne. En effet, lors de la formation du système solaire, la Terre n'était qu'une sphère incandescente, incapable de retenir la moindre goutte d'eau liquide. À cette époque, le système solaire était le théâtre de collisions fréquentes entre corps célestes, libérant d'énormes quantités d'énergie. Dans un environnement aussi extrême, il paraît logique de penser que l'eau est arrivée plus tard, depuis des régions plus froides de l'espace. Sur cette jeune Terre surchauffée, toute eau liquide aurait immédiatement été réduite en vapeur. De plus, la Terre ne possédait alors aucune atmosphère capable de retenir cette vapeur d'eau. Autrement dit, même si de l'eau avait été libérée par certains minéraux, cela n'aurait duré qu'un instant, et la Terre l'aurait perdue presque aussitôt. Et même si, par miracle, une quantité d'eau avait réussi à s'accumuler à un moment donné, elle aurait sans doute été entièrement détruite lors de la collision avec Theia. Theia désigne une planète hypothétique, de la taille approximative de Mars, qui aurait percuté la Terre il y a environ 4,5 milliards d'années. Ce choc aurait donné naissance à notre Lune, selon une théorie largement acceptée. L'eau aurait donc été apportée par des comètes et des astéroïdes venus des confins du système solaire, à une distance 2 à 3 fois plus grande que celle qui sépare la Terre du Soleil. Et l'élément moteur de ce transport aurait été Jupiter, la plus grande planète du système solaire. Durant la phase initiale de formation du système solaire, appelée période de migration planétaire, Jupiter, par sa masse colossale, aurait attiré des astéroïdes et les aurait propulsés vers les régions internes du système. Les comètes, quant à elles, seraient venues de la ceinture de Kuiper ou du nuage d'Oort, suivant d'immenses orbites elliptiques qui les auraient menées jusqu'à la Terre. Même si les comètes ont percuté la Terre moins fréquemment que les astéroïdes, leur grande richesse en glace aurait permis d'humidifier la surface aride de notre planète encore plus efficacement. Par ailleurs, durant les premiers temps du système solaire, de nombreux astéroïdes s'abattaient en cascade sur une Terre jeune, dépourvue d'atmosphère protectrice. Cette période est connue sous le nom de « grand bombardement tardif ». Cela dit, de nombreuses zones d'ombre subsistent quant à la fréquence de ces bombardements, leur durée, et s'ils se sont produits en une seule fois ou de manière sporadique sur le long terme. En revanche, il ne fait aucun doute qu'il y a bel et bien eu une époque marquée par des collisions extrêmement violentes. Il suffit d'observer la surface de la Lune pour constater qu'elle porte les cicatrices innombrables de ces impacts de toute taille. Lorsqu'un astéroïde ou une comète s'écrasait sur Terre, la glace qu'il transportait s'évaporait au moment du choc. Une partie de cette vapeur repartait dans l'espace. Une autre était capturée par l'atmosphère en formation sous forme de vapeur d'eau, et le reste s'infiltrait progressivement dans les profondeurs terrestres. Pour étayer solidement cette théorie de l'origine externe, les scientifiques ont misé sur la comparaison de la composition isotopique de l'eau des comètes et astéroïdes avec celle des océans terrestres. Concrètement, il s'agit de mesurer le rapport entre le deutérium et l'hydrogène léger, c'est-à-dire l'hydrogène ordinaire. Le deutérium est un isotope de l'hydrogène dont le noyau atomique contient un proton et un neutron pour une masse atomique de 2. Selon la théorie de l'origine externe, l'eau des astéroïdes devrait présenter une composition isotopique identique à celle de l'eau terrestre.
La composition des comètes et astéroïdes a été étudiée à la fois par des méthodes indirectes en géophysique et par des observations directes à l'aide de sondes spatiales. Par exemple, en 1986, la sonde Giotto a exploré la célèbre comète de Halley. Or, les résultats obtenus concernant le rapport isotopique de l'eau de cette comète ont été un véritable choc pour les partisans de la théorie externe. L'eau de la comète de Halley contenait environ 2 fois plus de deutérium que celle des océans terrestres. Les analyses menées par la suite sur 5 autres comètes, dont Hale-Bopp et Hyakutake, ont donné des résultats similaires. Cela signifie-t-il que la théorie de l'origine externe est erronée ? Pas nécessairement. En 2010, l'eau de la comète Hartley 2, observée à l'aide du télescope spatial Herschel, s'est révélée avoir exactement la même composition isotopique que celle de l'eau terrestre. En réalité, les 6 comètes étudiées précédemment provenaient toutes du nuage d'Oort, tandis que la comète Hartley 2, elle, venait de la ceinture de Kuiper. Cela signifierait-il alors que la ceinture de Kuiper était la principale source d'eau ayant alimenté la Terre ? Pourtant, certains scientifiques continuent de défendre sérieusement une autre hypothèse, celle de l'origine interne de l'eau terrestre. La théorie de l'origine interne. La théorie de l'origine externe de l'eau terrestre présente une faiblesse majeure qu'on ne peut ignorer. Elle n'explique pas de manière satisfaisante la quantité d'eau présente dans l'hydrosphère terrestre, et encore moins les énormes volumes contenus dans la lithosphère et le manteau. C'est pourquoi de plus en plus de scientifiques pensent que l'eau apportée par les astéroïdes et les comètes ne représente tout au plus que 10% du total réel. Un des éléments qui ont suscité des doutes vis-à-vis de la théorie externe est la découverte de traces d'eau dans certains minéraux comme le zircon. Si le grand bombardement tardif s'est bien produit entre 4,2 et 3,8 milliards d'années, et si l'eau est arrivée sur Terre à ce moment-là, alors comment expliquer la présence d'eau dans un zircon daté de 4,45 milliards d'années ? Comment de l'eau aurait-elle pu être intégrée dans des minéraux avant même le début des grands bombardements ? Plus encore, selon certaines recherches, il existerait même des traces de vie remontant à 4,28 milliards d'années, soit avant la période du grand bombardement. Cela signifie que de l'eau existait déjà à cette époque et que les conditions essentielles à l'apparition de la vie étaient déjà réunies. D'autres preuves encore confirment la présence d'eau à une époque très ancienne. Par exemple, l'analyse des isotopes de l'hélium contenu dans le basalte terrestre révèle une composition presque identique à celle du nuage de gaz primitif à l'origine du système solaire. La datation isotopique au plomb des minéraux indique également que certaines molécules d'eau remontent à environ 4,45 milliards d'années. Certains modèles mathématiques de la formation de la Terre supposent même que l'eau a été incorporée aux matériaux à différents stades de l'accrétion. Selon ces modèles, l'eau présente sur Terre représenterait 3 fois le volume total de l'hydrosphère, c'est-à-dire des océans, mers, rivières et lacs. Autrement dit, l'eau en surface ne représenterait qu'un tiers du total, les 2 tiers restants étant enfouis dans les profondeurs de la planète. Il existe d'ailleurs des preuves directes de la présence d'eau dans le manteau terrestre. En 2014, un diamant découvert au Brésil contenant de la ringwoodite a fait l'objet d'une étude approfondie. La ringwoodite est une variété d'olivine qu'on ne connaissait auparavant que dans certaines météorites. Ce qui distingue la ringowite de l'olivine classique, c'est sa capacité à contenir jusqu'à 1% d'eau. Fait fascinant, ces diamants dits bleus se seraient formés à environ 660 km de profondeur dans le manteau terrestre. Si l'on extrapole la teneur en eau de ces diamants à l'ensemble du manteau, on retrouve exactement les résultats des modèles mathématiques. Il y aurait sur Terre une quantité d'eau 3 fois supérieure à celle de tous les océans réunis. En conclusion, il est raisonnable de penser que les 2 théories, externes et internes, contiennent chacune une part de vérité. En réalité, l'eau apportée par les astéroïdes et comètes ne représenterait qu'une infime portion, la majorité ayant été intégrée dès les premières étapes de la formation du système solaire. Et puisque l'univers regorge d'eau, il est fort probable que la vie existe aussi sur d'autres planètes que la Terre. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de la partager sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.